a 2 petites minutes d'avance, mais bonjour à tous et toutes pour votre présence sur ce webinaire dans lequel on va s'attacher au projet européen Sun 4 Hall. Donc on va effectivement vous parler du solaire pour tous les territoires et pour tous, comment ce projet européen a vu le jour donc dans la communauté de communes de Cœur de Savoie, comment ça s'est déroulé, son cheminement, sa planification, des aspects techniques aussi sur l'autoconsommation collective notamment. On verra un peu tout cela durant ce webinaire. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui des intervenants choisis sur le volet. Donc Cléa Verdeau commencera effectivement le webinaire. Elle est chargée de mission. Cléa, elle se représentera plus précisément, mais chargée de mission au service habitat de la communauté de communes de Cœur de Savoie. Donc elle a effectivement suivi ce projet Sun 4 Hall et c'est pour ça qu'elle pourra nous en parler de manière pertinente. Suivra justement la participation et l'intervention de Pierre Besson, qui est expert photovoltaïque au sein de l'INES. Et puis son collègue Xavier Bouvier, qui pourra aussi partager avec vous des retours d'expérience utiles et justement dans la continuité de ce qu'on aura vu durant le webinaire. Je vais vous rappeler quelques règles d'usage comme on le fait souvent. Donc, une fois que les intervenants vont démarrer leur présentation respective, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions dans l'onglet conversation. Et bien sûr, Julien, le co-animateur de la e-communauté et moi-même, relayerons vos questionnements en fin de webinaire. N'hésitez pas, par contre, si vous avez besoin d'un éclaircissement, besoin de compréhension, à nous le faire savoir. Là, nous pourrons effectivement demander la précision de manière instantanée. Je vais bientôt laisser la parole à Emmanuel Poncé, notre coordinateur de la e-communauté énergie, qui va vous transmettre justement l'offre de formation en lien avec la thématique qu'on évoque aujourd'hui, donc la précarité énergétique, l'autoconsommation collective, le photovoltaïque, si je schématise. Et puis ensuite, nous pourrons effectivement nous lancer dans les différentes présentations. Emmanuel, merci je te laisse la parole. Et encore merci aux intervenants d'avoir accepté de présenter ce sujet qui est dans la ligne directrice des derniers webinaires qu'on a proposé depuis, on va dire, la fin de l'année 2024, qui permet de relier, on va dire, les politiques locales énergétiques aux politiques, on va dire, sociales et de mobilisation des acteurs, des citoyens. Voilà, donc je m'en réjouis. Bon, même si on a un nombre de participants assez réduit, on sait que le replay va fonctionner. Voilà, donc encore merci aux intervenants qui sont impliqués dans ce programme européen dont j'espère qu'il aura une continuité après cette expérimentation, hein, si j'ai bien compris, sur différents territoires européens, et qui ne concerne pas que l'autoconsommation et le caractère solidaire de la chose, mais aussi les questions, si j'ai bien compris, de sobriété, de rénovation aussi des logements et d'accompagnement donc on va dire des foyers précaires. Alors, le CNFPT, bien sûr, depuis quelques années, fait ce lien-là entre politique énergétique et politique sociale à travers différentes actions de formation. Donc, effectivement, merci Vanessa d'avoir affiché ce document, ou c'est peut-être Farhat, hein. Donc, et qui concerne, on va dire, les politiques locales qui permettent de traiter les questions de précarité, de rénovation énergétique des logements, de mobilité en zone peu dense, hein, encore d'autoconsommation, donc des formules de formation plus récentes, mais aussi de mise à disposition du foncier public pour le déploiement des ENR, sans oublier les questions d'implication et d'acceptabilité sociale de ces projets ENR. Voilà, donc ce petit condensé de formation permet d'avoir une vue assez rapide sur les sessions qui sont programmées cette année en 2025,
avec un nouveau stage qui sera créé certainement pour le second semestre et à disposition donc sur l'auto-rénovation énergétique accompagnée, qui là aussi vise un public citoyen, on va dire modeste, précaire, qui permet d'associer les professionnels du bâtiment, on va dire à l'aide des citoyens qui voudraient voir leur facture de rénovation plus basse. Hein. Voilà, donc on est en train de travailler à la construction de ce stage qui sera nouveau. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon webinaire et je vous dis à très bientôt. Je remercie Emmanuel pour sa présentation vous retrouverez l'offre de formation évoquée par Emmanuel avec le compte-rendu de ce webinaire et le replay disponible sous la e-communauté énergie du CNFPD. Je vais maintenant laisser effectivement la parole à Cléa Verdeau donc pour prendre la suite de cette présentation. Merci beaucoup, Vanessa. Donc moi, je me représente un petit peu. Donc je travaille à la communauté de communes de Cœur de Savoie. Je suis chargée de mission lutte contre la précarité énergétique et ENR dans l'habitat. Et donc j'ai travaillé donc sur le développement du programme européen Sun for All au sein du territoire de Cœur de Savoie. Je vais présenter donc rapidement le territoire de Cœur de Savoie et puis comment on s'est intégré dans ce programme Sun for All sur les 3 dernières années. Donc Cœur de Savoie, c'est 41 communes, donc voilà, en Savoie, au sud de Chambéry, au sud de la communauté de Grand Chambéry. On a un territoire qui est plutôt rural, voilà, avec quand même une politique assez ambitieuse sur le plan climat et énergie du territoire. On est aussi assez engagé dans le développement des énergies solaires puisque je vous montrerai sur la slide d'après, on a pas mal d'installations qui sont aujourd'hui en fonctionnement. Et puis, on est aussi un territoire assez engagé sur le sujet de la précarité énergétique avec notamment un programme d'aide à la rénovation énergétique qui s'appelle le programme GECORénov. Voilà, qui est mené, alors ces programmes sont menés à la fois par le service transition et le service habitat de Cœur de Savoie. Donc en Cœur de Savoie, on a 8 installations solaires, même un peu plus aujourd'hui, je pense qu'on en a 9 qui sont en fonctionnement. Donc on a une partie de nos installations qui sont en vente totale et on a aussi une partie de nos installations qui sont maintenant en autoconsommation collective, donc soit patrimoniale, soit donc sociale sur l'opération notamment qui a été intégrée dans le programme européen Sun for All. Je vais détailler un petit peu le fonctionnement de l'autoconsommation collective sociale un peu plus tard et puis Pierre, qui est expert à l'INES, vous expliquera aussi le fonctionnement de ce type d'opération. Pour revenir sur le programme Sun for All, c'est un programme qui avait un objectif central, qui était de faire bénéficier de l'énergie solaire photovoltaïque à des ménages modestes, avec un objectif minimal de 50 ménages par an. Et ce programme a été développé donc sur le territoire de Cœur de Savoie avec le partenaire technique qui était l'INES, donc qui nous a accompagnés avec son expertise technique sur le sujet du solaire. Et il y avait 3 autres territoires qui ont développé aussi différents modèles qui seront présentés à la fin par Xavier. Donc la ville d'Almada au Portugal, Rome et Barcelone en Espagne. Voilà. Et donc tous ces territoires ont pu développer ce concept avec leurs contraintes, leurs opportunités, leurs opportunités de territoire, etc. Pour voilà, répondre à leurs besoins locaux et à la fois mettre en place ce concept général. Donc nous, en Cœur de Savoie, pour pouvoir répondre à ce modèle, on a à ce concept, on a développé 2 modèles. Donc je vous présente le premier modèle qui est en fait une conversion, enfin une utilisation des revenus du solaire pour financer des aides à la rénovation énergétique, d'une part, ou pour financer des aides au paiement des factures, d'autre part. Donc on a un ensemble de propriétaires sur le territoire qui veulent engager des travaux. On a déjà un dispositif qui existe, qui est GECORénov, et on avait décidé d'apporter une aide supplémentaire aux ménages qui était financée grâce à la revente de l'énergie solaire des installations du territoire de Cœur de Savoie.
Donc, comme je vous ai montré les installations qui étaient sur la slide d'avant. Les aides qu'on a mis en place, c'était des aides de 400 € pour les ménages modestes et de 600 € pour les ménages très modestes. Pour l'aide au paiement des factures, on avait proposé une aide de 200 € pour accompagner les ménages qui sont plutôt locataires ou les propriétaires qui ne réalisent pas de travaux. Et ces ménages sont également accompagnés avec une visite sociotechnique pour essayer de trouver un petit peu quelles sont les solutions pour eux à plus moyen terme pour réduire leur facture d'énergie. Ce premier modèle, il était soumis à des critères d'éligibilité, donc des critères de revenus, des critères de logement, avec des logements plutôt énergivores, et puis un poids de facture d'énergie élevé, c'est-à-dire supérieur à 8% du revenu fiscal de référence. Voilà, en fait, c'est les critères un petit peu de la précarité énergétique en France aujourd'hui. Voilà, c'est les 3 critères qui définissent la précarité énergétique. Et en plus de ça, en parallèle de ces aides financières financées avec le solaire, on avait apporté des conseils personnalisés, des animations avec des visites d'installations photovoltaïques, et différents ateliers et spectacles sur la question de la transition énergétique et écologique pour pouvoir aussi voilà, aller informer les habitants du territoire sur le sujet de la transition énergétique. Donc ça, c'est le schéma du premier modèle qui a été développé. Donc on voit que on a Cœur de Savoie qui finance des installations solaires avec un budget principal et puis un budget photovoltaïque. Et il y a une balance qui est faite entre les deux budgets. Et ensuite, on vient verser des aides, donc soit aux propriétaires, soit aux locataires pour leurs travaux. Et puis on a donc en parallèle, en bas du schéma, on voit qu'on est en lien en fait avec toutes les associations locales du territoire parce que pour pouvoir aller trouver des bénéficiaires pour ce programme, il nous a fallu créer des liens qui étaient déjà existants, mais renforcer les liens avec les associations locales, les associations alimentaires, des associations d'insertion par exemple, voilà, pour pouvoir en fait trouver des bénéficiaires potentiels, les informer du programme et puis ensuite les intégrer au programme. Sun for All. Voilà. Donc voilà pour le premier modèle. J'ai fini la présentation. N'hésitez pas à noter vos questions et puis à les poser dans le chat ou voilà, on pourra y répondre à la fin des interventions. Je vais vous présenter ensuite le deuxième modèle qui était un modèle d'autoconsommation collective sociale, donc avec un bailleur social. Mais je vais laisser d'abord la parole à Pierre Besson qui va présenter un peu le contexte de l'autoconsommation collective en France pour que ensuite ce soit plus clair de présenter notre modèle appliqué à Cœur de Savoie. Voilà. Très bien. Merci Cléa pour ta présentation. Voilà, moi très rapidement, je travaille à l'INES en tant qu'expert photovoltaïque. L'INES, c'est un endroit où on fait de la formation et on peut apporter un peu d'expertise sur des projets divers liés au solaire, bien évidemment. Donc pour poursuivre un petit peu sur le sujet que Cléa a abordé, au lieu de faire profiter les ménages de l'argent issu des revenus du solaire, l'idée pour le deuxième modèle, c'était plutôt de partager directement l'énergie de la centrale avec les bénéficiaires, de sorte à ce qu'ils bénéficient d'économies de facture. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible via l'autoconsommation collective. Et avant que Cléa présente plus en détail un petit peu comment a été mis en place ce modèle, je voulais juste faire quelques rappels sur ce qu'est ce mode de valorisation de l'énergie, puisque j'imagine que certains d'entre vous sont peut-être un petit peu familiers parce que c'est une thématique qui est quand même maintenant devenue assez connue, mais c'est toujours bon de revenir sur quelques concepts clés de cette mode de valorisation. Alors, ce que c'est l'autoconsommation collective, donc c'est avant tout un partage d'énergie entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs. Et contrairement à de l'autoconsommation individuelle où ça doit se situer physiquement au même endroit et ça doit correspondre, le producteur et le consommateur sont la même entité, là, il est possible que le producteur et le consommateur soient déjà dissociés juridiquement et ne se situent pas physiquement dans le même bâtiment. Ils peuvent être dans des bâtiments éloignés. Et l'énergie passe par le réseau de distribution classique, le réseau Enedis.
Et c'est donc avant tout un montage juridique. Il n'y a pas techniquement de différence entre une installation en autoconsommation individuelle et une installation en autoconsommation collective. C'est simplement un montage juridique qui lie des consommateurs et des producteurs et qui indique qu'on souhaite partager l'énergie entre ces personnes-là. Il y a quand même quelques contraintes pour que ça puisse se réaliser, puisqu'on ne peut pas partager de l'énergie comme ça. Il y a une histoire une contrainte géographique, puisqu'il faut que le producteur et le consommateur se situent dans un périmètre local. Je reviendrai un petit peu sur ce point-là. Et ça nécessite aujourd'hui l'utilisation de compteurs intelligents type Linky, mais ça peut être d'autres, pour des plus gros consommateurs, il n'y a pas que du Linky, ça peut être d'autres compteurs, mais en tout cas, c'est des compteurs qui remontent automatiquement leurs données vers le gestionnaire de réseau. Voilà sur ce point-là. Donc réglementairement, un petit peu quand même de quoi il s'agit. Le législateur aujourd'hui, il a fait une différence entre deux types d'opérations. On appelle les opérations standards qui se situent dans un même bâtiment. Donc ça, c'était vraiment on va dire le cas le plus simple, hein. Vous avez un compteur de production au niveau de la centrale et plusieurs compteurs au niveau des consommateurs, et puis on partage au sein du même bâtiment. Les opérations qui sont quand même voilà, les plus connues, c'est plutôt des opérations qu'on appelle étendues, où là, les consommateurs et les producteurs ne sont pas forcément dans les mêmes bâtiments. Et je vous parlais avant des contraintes géographiques d'éloignement entre ces participants. Elle est de 2 km en version standard, et on peut étendre cette distance jusqu'à 10 ou 20 km en fonction de la typologie de commune dans laquelle on est. Donc si on est en milieu rural ou en milieu urbain. Quand on est en milieu urbain, on demande à ce que les consommateurs et les producteurs soient rapprochés. Et en milieu rural, bien évidemment, on peut se permettre d'être un petit peu plus éloigné. Il y a quand même aussi une contrainte sur la puissance totale des installations de l'opération. Donc aujourd'hui, là, vous voyez qu'il y a écrit 3 MW. Il y a quelques jours, la réglementation a évolué. On est passé maintenant à 5 MW. Donc donc c'est quand même des puissances conséquentes. D'ailleurs, Cœur de Savoie fait aussi office de précurseur sur ces sujets, puisqu'ils ont des opérations d'autoconsommation collective avec des puissances conséquentes. Et il peut y avoir différents types de sources d'énergie. Ça peut être de l'éolien, de l'hydraulique, du solaire. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie réglementaire. Pour la partie fonctionnement de l'opération, comment ça se monte? Eh ben, au tout début, vous avez vos consommateurs qui, eux, sont liés via un contrat à leur fournisseur d'électricité. Ça, c'est le cas classique. Vous avez un producteur qui s'installe, et ce producteur et ce consommateur, pour s'associer dans une opération d'autoconsommation collective, doivent se lier au sein d'une entité qu'on appelle la personne morale organisatrice. Donc ça, au début, ça fait un petit peu peur. Alors, il se trouve que dans le cas de collectivité, c'est assez simple, puisque la collectivité, elle correspond au producteur et au consommateur en même temps, et elle peut être la personne morale organisatrice. Donc, pour les collectivités, c'est assez facile à monter. Et c'est cette personne morale organisatrice qui va être en lien directement avec le gestionnaire de réseau. Donc, c'est elle, en fait, qui va partager les informations avec le gestionnaire de réseau en disant ben moi j'ai tel producteur qui est prêt à partager son énergie et j'ai tel consommateur qui souhaite consommer sur cette centrale-là. Et le gestionnaire, lui, du coup, il va noter ça et il va permettre de partager, puisqu'il a accès à toutes les informations de production et consommation. Et donc, c'est lui qui va s'occuper de faire la comptabilisation des flux. Et du coup, ça, c'est particulièrement intéressant pour les collectivités, puisque au lieu d'avoir plein de centrales disséminées sur différents bâtiments, on a une seule grosse centrale qui permet de consommer sur plusieurs endroits. Et accessoirement, entre le producteur et le consommateur, l'énergie qui est autoconsommée, elle peut être cédée à titre gratuit, ce qui est souvent le cas dans le cadre des opérations sociales ou dans les collectivités, mais on peut imaginer qu'elle soit aussi vendue, puisqu'il existe des formes d'autoconsommation collective où on vend de l'énergie et on ne la donne pas gratuitement. Et le producteur, lui, il est soumis aux mêmes règles
que dans l'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire qu'il peut faire céder son énergie en autoconsommation collective au consommateur, mais il peut aussi, s'il y a un surplus d'énergie, le valoriser via la réglementation classique dans le photovoltaïque qu'on appelle l'arrêté S21, qui permet d'acheter le surplus d'énergie. Donc le producteur, il est quand même garanti de valoriser le reste de sa production avec les dispositifs réglementaires classiques du photovoltaïque. Et donc rapidement maintenant, en termes économiques, à quoi correspond le prix de l'énergie dans ces opérations-là? Donc à gauche, vous avez l'électricité que vous achetez vous, donc en 2024 ou en 2025. Et donc quand vous achetez de l'électricité, en réalité, vous payez au kilowattheure, il y a 4 composantes à votre prix de l'électricité. Vous avez une partie énergie, vous avez une partie qui correspond au TURP, c'est l'utilisation du réseau. Donc ça, c'est qui correspond au réseau de distribution. Vous avez des impôts qu'on appelle l'accise sur l'électricité, qui est l'ancienne CSPE pour ceux qui connaissent. Donc, qui sont globalement des impôts, voilà. Et puis, sur ces 3 composantes-là, vous payez la TVA. Quand vous autoconsommez individuellement, bien évidemment, vous ne payez rien de toutes ces composantes-là. En revanche, en autoconsommation collective, comme l'électricité passe par le réseau, vous payez quand même une petite partie, vous payez ce qu'on appelle l'utilisation du réseau, qui est la partie rouge que vous voyez. Et donc, soit si vous cédez l'énergie gratuitement, il n'y a pas de part énergie, et si vous vendez l'énergie, il y a une part énergie en bleu. Et donc, je vais laisser voilà, maintenant Cléa poursuivre et vous expliquer un petit peu plus en détail comment ce modèle-là, en tout cas ce mode de valorisation, il a été utilisé pour le projet Sun4All. Merci beaucoup, Pierre, pour la présentation. Alors, effectivement, donc pour le programme Sun4All, on a donc imaginé ce second modèle de partage d'énergie, donc avec les locataires d'un bailleur social et avec un bailleur social qui serait donc personne morale organisatrice. Donc, nous, on avait un bâtiment qu'on avait prévu d'équiper en solaire, qui était entouré de bâtiments d'un bailleur social. Donc, on a décidé de transformer cette opération en opération d'autoconsommation collective sociale. Donc, Cœur de Savoie se positionne comme producteur avec un de ces bâtiments qui est équipé en solaire photovoltaïque, qui est alimenté donc en solaire photovoltaïque aussi. L'énergie, elle est consommée par le bâtiment, qui est l'atelier des quais. Et l'énergie, elle est ensuite, ce qui reste d'énergie après que le bâtiment est consommé, est distribué aux locataires du bailleur social qui sont dans les bâtiments aux alentours. Donc le périmètre de l'opération qui avait été défini, qui était réglementaire à l'époque, était de 2 km. Aujourd'hui, on pourrait étendre le périmètre à 10 km avec une dérogation, mais on n'en a pas besoin puisqu'il y a suffisamment de bâtiments dans le périmètre proche. Donc voilà, ça c'est pas un souci pour cette opération-là. Et puis on a choisi de valoriser l'énergie en la cédant gratuitement au locataire du bailleur social. Donc c'est directement le locataire qui bénéficie de l'énergie solaire et c'est pas le bailleur social hein, ou les communs, c'est directement les locataires avec leur point de livraison voilà, individuel. Donc là, j'ai remis un petit schéma pour essayer de clarifier un petit peu le fonctionnement de ce modèle-là. Donc on a Cœur de Savoie qui a financé une installation solaire sur son bâtiment. La production est distribuée donc à son propre bâtiment et aux locataires du bailleur social. Et ensuite, on a donc Enedis qui intervient dans l'opération, qui est en fait un peu le garant de la répartition de l'énergie et qui va vérifier quand est-ce que Cœur de Savoie produit, quand est-ce que les consommateurs locataires du bailleur social vont consommer et va pouvoir leur affecter de l'énergie. Donc nous, on a choisi, pour cette affectation d'énergie, on a choisi une clé de répartition qui s'appelle dynamique par défaut. Donc c'est une clé de répartition qui est proportionnelle à la consommation d'énergie des locataires. Après, il faut bien sûr que les locataires puissent consommer et consomment au moment où il y a de la production solaire pour se voir affecter de l'énergie. Sinon, on a certains locataires qui consomment peu en journée et donc qui se voient affecter une quantité d'énergie assez faible par rapport à leurs voisins.
Mais voilà, ça c'est voilà, le jeu de l'énergie solaire, c'est comme ça, c'est faut consommer quand c'est disponible. Voilà. Là, je vous ai ajouté des photos des installations, ce qui permet en fait de visualiser un peu mieux le site et de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc c'est l'atelier des quais, le bâtiment de la communauté de communes équipé de 36 kW crête. Et on avait ciblé 4 bâtiments en face de ces 36 kW crête. Et l'idée donc c'était d'alimenter 50 ménages, 50 logements en électricité solaire et voilà, de répartir l'énergie sur ces 50 ménages. On a réalisé des sessions d'information donc en pied d'immeuble pour pouvoir informer les locataires de cette opération. On a réalisé aussi des communications par flyer dans les boîtes aux lettres, par mail avec l'aide du bailleur social pour pouvoir avoir une adhésion des différents habitants des bâtiments. On a réussi à avoir entre 35 et 40 adhésions sur ces 4 bâtiments, voilà, pour l'opération d'autoconsommation collective, sachant que l'adhésion des habitants se fait via un petit formulaire qui est en fait une annexe de la convention d'autoconsommation collective qui est signée entre le gestionnaire réseau, donc ici Enedis, et la personne morale organisatrice, donc ici le bailleur social. Cette convention d'autoconsommation collective, elle a une petite annexe qui est en fait une fiche d'autorisation d'Enedis d'accéder aux périodes de consommation des consommateurs, voilà, par le biais de leur compteur Linky, pardon. Donc ça permet de leur affecter l'énergie au moment où nous on produit de l'énergie. Donc c'est en fait Enedis qui va faire cette balance virtuelle entre voilà, quand est-ce que nous on produit, quand est-ce qu'ils consomment et qui va pouvoir recevoir de l'énergie solaire. Et Oui, Cléa, peut-être juste une petite remarque, tu parlais du recrutement et effectivement, à notre surprise, hein, le recrutement n'était pas forcément si évident. On pensait que vous seriez débordé par les demandes, vous aviez bien calibré et du coup, il y avait des difficultés au effectivement, ouais. recrutement quand même, hein. On Ça peut a, peut-être on être s'est fait, intéressant on à s'est fait partager. un petit peu piéger parce qu'on avait limité le nombre de bâtiments pour voilà pour pas avoir trop de demandes et puis avoir trop de personnes mécontentes. Donc on avait limité le nombre de bâtiments dans l'opération et en fait au lieu d'avoir les 50 ménages qu'on pensait avoir dès le début, on a dû multiplier les sessions d'information et de recrutement en pied d'immeuble, voilà, et pour pouvoir atteindre ces 35-40 ménages. Après, il faut savoir que c'est vraiment des dynamiques qui sont, je pense, assez longues à mettre en place. Et là, on a un autre exemple. Donc, on a ouvert un nouveau bâtiment, cette opération, sur laquelle on a fait récemment une opération d'information en pied d'immeuble. Et là, on avait, voilà, comme pour ces bâtiments-là, envoyé un courrier d'information, comme quoi il y allait avoir un stand en pied d'immeuble. Et là, on a eu beaucoup plus de présence à ce stand d'information. On a eu voilà, des personnes qui étaient très intéressées et très curieuses de s'informer sur ce sujet-là. Et voilà, qui ont des gros problèmes de paiement de facture, donc qui étaient très intéressés par le sujet. Et voilà, je pense que ça dépend aussi des ambiances dans les bâtiments, des ambiances entre voisins, de comment l'information peut être transmise entre les voisins et puis s'il y a beaucoup de méfiance aussi avec le bailleur social parfois, ça peut créer un petit peu des barrières sur ce type de projet qui peuvent être un peu plus difficiles à mettre en place. Puis le turnover aussi, s'il y a des gens qui sont là depuis Voilà, longtemps ou exactement. pas, Ouais. Dans le ça peut nouveau bâtiment qu'on a jouer. ouvert, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps et donc qui se connaissent tous très bien et qui se font peut-être plus confiance aussi au niveau de ce type d'information. Voilà. Et après, on est aussi confronté à des situations où il y a des ménages qui ont d'autres difficultés, hein, bien sûr, dans leur quotidien et qui vont pas du tout avoir de priorisation sur ce type de sujet, hein, même s'ils ont du mal à payer leur facture d'énergie. Ils ont d'autres problématiques du quotidien qui font que ils n'ont pas forcément de temps ou d'espace à accorder à ce type d'information, voilà, dans leur quotidien. Donc c'est aussi compréhensible hein, que ce soit plus difficile parfois à faire passer comme message.
Mais en tout cas, ils ont tout intérêt à adhérer à l'opération puisque ça leur coûte rien. Ils ont juste à remplir cette fiche dont je parlais pour pouvoir renvoyer à Enedis en fait leur consentement d'accès aux consommations d'énergie. Je vais passer un petit peu sur les résultats. Alors, on avait fait un point donc en janvier là sur les réductions qui étaient apportées aux bénéficiaires. Donc, on est à peu près à 15 € par mois en moyenne par ménage. Mais il faut savoir que c'est un gain qui n'est pas forcément très homogène hein, en fonction des ménages. On a des ménages qui vont économiser 5 € par mois et des grandes familles qui vont économiser plutôt 45 € par mois. Donc c'est, comme je disais, une répartition proportionnelle par rapport à la consommation, ce qui est plutôt juste puisque ceux qui ont besoin de plus d'énergie vont recevoir une réduction plus importante. Par contre, si on a deux ménages qui sont avec voilà 2 personnes dans le ménage et un ménage qui consomme plus, va avoir plus d'énergie solaire. Donc voilà, ça crée quand même des petits biais comme ça, mais il faut savoir qu'on avait choisi quand même la répartition proportionnelle pour que ce soit aussi simplifié en termes administratifs puisque c'est automatique voilà, au niveau d'Enedis. Sinon, il aurait fallu que la PMO renvoie la répartition d'énergie, fasse les propres calculs et renvoie la répartition d'énergie ensuite à Enedis pour qu'elle puisse le transmettre aux différents fournisseurs d'énergie pour qu'ils émettent leur facture voilà, aux bénéficiaires. Il faut savoir aussi, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais les locataires n'ont pas du tout à changer de fournisseur d'énergie, hein, ils restent chez leur fournisseur d'énergie classique. Nous, on apporte juste un complément d'énergie voilà, sur de l'énergie solaire. Enfin, il y a une partie de leur énergie qui va être apportée en énergie solaire. Mais sinon, ils restent chez leur fournisseur classique. On couvre aussi environ 14% de la consommation électrique des ménages. Ça dépend ça varie en fonction des saisons. Et pareil, on a un taux d'autoconsommation qui varie en fonction de la saison, hein, bien sûr, puisqu'on a beaucoup de production en été et peu de consommation puisqu'on n'a pas de chauffage. Mais en hiver, vu que c'est du chauffage électrique dans les bâtiments, on a un taux d'autoconsommation qui est assez proche des 100%. On le voit là sur les mois de novembre, décembre, janvier, et puis en 2023, et puis en 2024, là, décembre 2024, on a presque autoconsommé toute l'énergie. Donc, on voit que ça fonctionne quand même plutôt bien au niveau du dimensionnement sur les mois d'hiver. Ensuite, je vais évoquer aussi rapidement le programme d'animation qui a été mis en place autour du programme Sun for All. Donc, l'idée, c'était vraiment de sensibiliser à l'énergie solaire aussi tous les bénéficiaires de ce programme, donc que ce soit les bénéficiaires du modèle 1 où c'était la conversion d'énergie solaire, ou les bénéficiaires du modèle 2 avec l'autoconsommation. On a proposé donc des ateliers sur quels sont les éco-gestes à réaliser chez soi. On a proposé des ateliers sur de la cuisine solaire et puis de la stérilisation solaire d'aliments avec aussi de la présentation des chauffe-eau solaires, etc. Donc ça permet vraiment de sensibiliser les personnes sur l'énergie solaire. On a réalisé aussi en partenariat avec l'INES des stands voilà, sous l'ombrière notamment de la Chavanne, qui est en autoconsommation collective aussi en cœur de Savoie, ce qui permet vraiment aux personnes de venir voir les panneaux et puis ils sont toujours très intéressés par le fait de pouvoir voilà, discuter de ce sujet-là quand ils sont alimentés en solaire. Ils sont assez curieux de venir se renseigner quand même. Et voilà, on a fait différentes présentations sur le territoire à différents partenaires, donc des bénéficiaires du programme, mais aussi tous les habitants et citoyens. On a fait des réunions d'information sur le solaire dans différentes villes, dans différents villages du territoire, pour pouvoir répondre aussi aux questions des habitants et des citoyens sur l'énergie solaire. Je vais présenter aussi un petit peu le phasage du programme. En fait, on a un programme qui s'est déroulé sur 3 ans. Donc, pour être voilà, plus précise, on avait une première année ou une phase qui était une phase de développement où on a vraiment recherché quels étaient les modèles qui pouvaient être développés. Il fallait mettre en place aussi tout le programme européen avec la charte graphique, définir les cibles, définir les bénéficiaires, et puis que chaque territoire, donc dans le cadre du programme européen, puisse imaginer un petit peu
les modèles qui correspondaient aux besoins de son territoire. Donc ça, c'était la première phase de développement. Ensuite, on a eu donc l'année 1 avec le premier modèle qui était la conversion des aides, la conversion du photovoltaïque pour les aides à la rénovation. Et donc ça a duré 1 an avec le recrutement des bénéficiaires, la mise en place des aides et de la conversion du photovoltaïque vers le programme, le bonus Gécorénov, je dirais. Et puis toute l'organisation aussi des visites sociotechniques pour le programme éco-énergie et le financement des aides au paiement des factures, avec un accompagnement à domicile des ménages bénéficiaires. Et enfin, il y avait la dernière année avec le modèle 2 qui était la mise en place de l'autoconsommation collective sur l'atelier des quais à Saint-Pierre d'Albigny. Pour rentrer un peu plus dans le détail de cette mise en place, donc en fait, le programme d'autoconsommation collective, on a commencé à en parler début 2023. Ensuite, on a envisagé la signature d'une convention. Alors, on a eu des réunions avec l'OPAC, on a envisagé la signature d'une convention d'autoconsommation collective autour du mois d'avril 2023, avril-mai 2023. Ensuite, l'installation photovoltaïque, elle a été finalisée sur le bâtiment courant fin juillet, début août 2023. Et donc, on a pu lancer le partage d'énergie le 1er octobre 2023. Donc, voilà, ça a mis quand même un peu de temps à se mettre en place parce qu'il y a un petit peu des questions administratives à régler et l'installation à mettre en place avant de pouvoir lancer le partage d'énergie sur ce type d'opération. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette partie planning. N'hésitez pas à poser vos questions aussi sur le parti planification. Après, moi, j'ai pas géré toute la partie planification de l'installation solaire en soi, donc de la partie suivi de chantier, etc. C'est plutôt le service transition qui s'en est chargé. Donc voilà, si vous avez après des questions plus précises sur les durées de mise en œuvre d'une centrale solaire sur un bâtiment de la Comcom, il faudra plutôt échanger avec un de mes collègues au service transition, mais je pourrais redonner les contacts si besoin, à un moment si vous avez des questions. Je vais bientôt passer la parole à Xavier, mais je vais juste présenter le premier retour d'expérience, enfin le premier projet de réplication qu'on a en Cœur de Savoie. Hop. J'ai ma batterie qui n'est pas branchée, c'est un petit peu bizarre. Hop, j'ai l'impression que j'ai eu un message batterie faible. Ah, non, c'est bon. Donc on a un projet de réplication qui est en cours sur le bâtiment de la gendarmerie à Montmélian, qui en fait qui va aussi être une opération d'autoconsommation collective, pareil avec un bailleur social. Et cette fois-ci, le périmètre de l'opération va être dérogatoire et va être à 10 km, ce qui va nous permettre d'alimenter potentiellement la ville des bâtiments à Montmélian et des bâtiments à Valgelon-la-Rochette. Voilà, pour pouvoir aussi être plus exhaustif sur nos territoires, puisque là, la première opération a été très ciblée sur les 2 km autour de l'atelier des quais. Et là, l'idée, c'est qu'on soit un peu plus étendu sur le territoire pour faire bénéficier de l'opération à plus d'habitants du territoire. Voilà, et donc on aura à peu près la même dimension d'installation, ce sera autour de 36 kW crête, voilà, sur le bâtiment de la gendarmerie de Montmélian. Qui sera partagé donc avec des bénéficiaires des locataires d'un bailleur social. Xavier, je vais te laisser la parole pour prendre la suite et présenter les différents pilotes, les autres pilotes du programme Sun for All, et puis après d'autres projets qui ont été développés aussi, qui ont essaimé un petit peu à la suite de Sun for All. Voilà. Oui, merci Cléa. J'essaie de respecter le timing, hein, donc je vais aller un petit peu vite. Donc Xavier Bouvier, donc je suis chef de projet au sein de l'INES. Donc effectivement, on a une activité de conseil d'expertise au sein de l'INES, mais aussi de gestion de projet, et notamment dans ce projet, on a coordonné un certain nombre d'activités. Hein, donc voilà, à savoir aussi pour vous, hein, si vous avez des besoins, par exemple sur des projets européens ou d'autres projets,
on a aussi cette activité de coordination. Donc, que ce soit en expertise, en coordination, on est ouvert à des propositions. Et puis, notamment, eh bien, voilà, on a assuré la coordination de l'atteinte des objectifs des autres collectivités européennes. Donc, notamment, alors je vais aller vite sur Rome, qui donc fonctionnait sous forme de ce qu'ils appellent une communauté énergétique et solidaire, où là, c'était plutôt sur le format du premier modèle de Cœur de Savoie, où il y a un investissement public sur des toits d'école. Par contre, ce n'est pas de la consommation directe des consommateurs, c'est bien les revenus issus de ces centrales qui sont ensuite transmis aux bénéficiaires du projet, donc aux familles en précarité. Là, il y avait un intermédiaire qui était une ONG locale, hein, le Forum Terzo Settor Lazio. Donc le Terzo Settor, avec l'accent italien, c'est en fait une association qui regroupe justement tout ce qui est ce qu'on appelle les associations sociales. Donc il y avait vraiment différentes activités qui étaient proposées. C'était englobé dans un programme vraiment sur la précarité en général, hein, les différentes actions sociales. Et donc cet argent permettait de financer à hauteur de 200 foyers, à hauteur de 200 € par an, hein, ces différentes familles. Donc c'était quand même intéressant. Voilà, donc ça c'est pour rapidement à Rome. Un autre exemple avec Barcelone, là ça correspond plus au deuxième modèle de Cœur de Savoie avec de l'autoconsommation collective, pour le coup qui était sur le toit des bâtiments, hein, qui concernait les immeubles donc en tout il y avait un peu plus de 100 familles, 113 familles dans 3 bâtiments. Là ce que je trouve intéressant c'est aussi la photo. C'est pour montrer que ce projet, c'était aider des familles financièrement, mais c'était aussi leur apporter de l'information, qui se sentent aussi acteurs du projet et acteurs de la transition énergétique. Donc, Cléa l'a montré en Cœur de Savoie, hein, c'était par des réunions d'information, par des ateliers pratiques solaires. Il y avait eu aussi hein, des pièces de théâtre, etc., pour sensibiliser à la transition énergétique. Et puis aussi des conseils très pratiques d'économie d'énergie, etc. Et on voit la table devant, c'est un détail avec quelques victuailles, etc. Mais on le verra dans le retour d'expérience pour motiver ces familles qui ont parfois d'autres choses à faire et qui n'étaient pas forcément demandeurs au départ. Et ben, il faut travailler aussi l'attractivité. Hein, c'est un point qui est important. Pardon. Et justement, alors, sur les retours d'expérience en Cœur de Savoie et sur les autres villes, hein, Cléa, tu complètes au fur et à mesure avec ton expérience en Cœur de Savoie. Mais sur les difficultés, ben, on a vu que sur les différents sites européens, on a retrouvé des difficultés dans les processus administratifs et techniques, notamment pour l'activation de l'autoconsommation collective, hein, donc avec les gestionnaires de réseau ou avec les fournisseurs d'énergie, hein, pour par exemple répercuter sur la facture les baisses de consommation. Eh ben, il y a eu un certain nombre de difficultés. C'était dû au fait que ce projet a commencé il y a 3 ans et qu'à l'époque, l'autoconsommation collective en collectivité partout en Europe était quand même très peu développée. Mais c'était le but aussi de ce projet d'essuyer un peu les plâtres sur ces aspects-là. Comme on l'a vu précédemment, il y avait un challenge de l'implication des bénéficiaires. Alors à la fois pour participer, et aussi pour participer donc au programme en général, mais aussi aux activités hein, d'information. Donc comme je l'ai dit, il faut travailler l'attractivité, le côté voilà, convivial de ce programme et des activités qu'on propose autour. Et puis, on l'a vu, c'est aussi hein, établir une relation de confiance, être sur le terrain, ce qu'a très bien fait Cœur de Savoie. Et voilà, passer du temps, et on l'a vu, hein, on a accompagné une fois ou deux Cœur de Savoie sur le terrain en bas des immeubles. Mais on s'aperçoit qu'en fait, certaines personnes ne participent pas parce que tout simplement, il y a des problèmes de langue, qui ne parlent pas bien français, donc ça leur fait un peu peur, même s'il n'y a qu'un formulaire à remplir, de remplir ce formulaire.
ou alors avec les outils numériques aussi, hein, c'est pas facile. Donc tout ça, on voit que voilà, on se rend compte qu'il faut être proche des gens et de leurs particularités. Sur les bonnes pratiques, je dirais qu'il y a l'importance de la volonté politique parce que c'est quand même un investissement, hein, qui a un certain budget, qui demande voilà, un certain processus, certaines mobilisations d'acteurs. Donc la volonté politique est très forte, elle était là en cœur de Savoie. Alors pour répondre, c'est vrai qu'il peut être utile, hein, comme on a proposé à d'autres collectivités, de échanger avec des élus qui ont déjà mis ça en place, hein. Ça avait été proposé par les élus de Cœur de Savoie, peut-être qu'ils seront ouverts s'il y a des personnes ici qui souhaitent échanger avec eux. Et puis, retour d'expérience, on l'a dit, c'est miser sur l'existant, sur les associations, sur tous les personnels qui sont dans le social, sur les installations existantes, sur les compétences existantes. Comme tout projet, hein, miser sur l'existant, c'est un avantage essentiel. Et puis, pour finir, les réussites, ces ateliers de sensibilisation, en fait, on a vu que c'était des réussites. Alors, ils étaient ouverts à tous. Je dirais que c'est vrai que c'était plutôt des réussites avec plutôt les citoyens lambda que vraiment les bénéficiaires en précarité, mais il y en avait quand même. Et voilà, ça a été quand même très suivi. On a eu des soirées sur le photovoltaïque avec 50 personnes dans des petits villages, des petits ateliers solaires qui ont très bien marché, qui étaient très ludiques. Donc ça, c'était très positif. Et puis la réussite, on l'a vu, c'était cette mise en œuvre de l'autoconsommation collective qui était une vraie réussite, notamment en Cœur de Savoie, et qui a permis à ces familles de bénéficier, d'avoir des réductions concrètes sur leur budget. Donc ça, c'était aussi des vraies réussites du projet. Je finis juste sur, on a ouvert une communauté de pratique donc à 10 autres villes en Europe, et notamment un arrondissement de Lisbonne. Alors la particularité, c'est que c'était avec des familles qui n'étaient pas en précarité, qui investissaient eux-mêmes dans la communauté énergétique. L'arrondissement investissait aussi dans l'installation photovoltaïque, mais n'avait pas assez d'argent, donc c'est pour ça qu'il a fait intervenir des particuliers. Et puis, ce qui est intéressant là, c'est que la collectivité a choisi de financer l'investissement de 2 familles en précarité qui n'auraient jamais pu investir dans cette installation. Et les 16 autres familles ont pris en charge voilà, les investissements d'une 3e famille en précarité. Donc, c'était intéressant voilà, de ce mix entre collectivités, familles qui investissent et une aide à l'investissement de ces familles en précarité. Voilà, je termine là-dessus pour laisser le temps aux questions. Hein, donc, n'hésitez pas. Voilà, alors il y a des ressources, hein, vous pourrez, je pense que le support sera disponible, mais sur le site Sun4All, il y a tous les résultats du projet en détail que vous pouvez retrouver. Et puis on a aussi fait, vous pouvez retrouver ça sur le site et sur notre site de l'INES, on a fait une bande dessinée pour expliquer tous ces concepts de transition énergétique et à un public très large. Donc je laisse la place aux questions. Merci, merci beaucoup à nos intervenants. Merci à Cléa, à Xavier et à Pierre pour vos interventions. Je vais donc relayer les questions que nous pouvons retrouver actuellement sur la partie conversation. Question de Quentin, notamment sur le fait, est-ce qu'il y a en fait un turnover important chez les locataires, puisqu'il évoque pour un maintien dans le temps du taux de pénétration chez les habitants. Voilà, c'est déjà cette question de la pérennité des locataires dans les bâtiments. Alors, j'ai pas de chiffre exact sur le turnover. J'ai demandé au bailleur social de nous faire un retour. Là, j'avais une réunion avec eux, mais on a eu un petit peu de turnover, mais peut-être quelque chose comme 2 personnes par bâtiment, 2-3 personnes par bâtiment. Donc ça reste correct. Après, il faut savoir que du coup, quand il y a une personne qui sort de son logement, il y a le nouvel arrivant qui va devoir signer un bail.
Et en fait, l'information du locataire peut se faire à ce moment-là, au moment où il reçoit son bail, on peut lui donner donc les documents d'adhésion à l'opération, ce qui facilite un petit peu, je pense, l'adhésion après la réadhésion des nouveaux arrivants à l'opération d'autoconsommation collective. Et ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que ces opérations d'autoconsommation collective sont très modulables, c'est-à-dire que quand une personne s'en va, elle quitte automatiquement l'opération, puisqu'elle va quitter son fournisseur d'énergie, enfin changer de point de livraison. Ça va se voir chez son fournisseur d'énergie. Donc là, elle sort de l'opération d'ACC. Et donc, si le nouveau locataire n'adhère pas, ben, on va perdre voilà, un bénéficiaire dans l'opération. Donc voilà, c'est vraiment des opérations qui sont au niveau du nombre d'adhésions assez modulables. Voilà. D'accord. Eh bien, merci, hein, Claire. Je continue. On avait une question de Stéphanie Rias qui se demandait alors comment se monte la PMO. Est-ce qu'il faut un notaire voilà. Alors, j'allais dire, je suis pas spécialiste, mais le montage de la PMO, je pense qu'il se fait pas forcément avec un notaire. La PMO, elle peut être associative ou elle peut avoir différents formats. Après, peut-être que Pierre pourra en dire un peu plus que moi. Voilà, ça va dépendre de qui sont les consommateurs, les producteurs, etc. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça, Cléa. En fait, quand c'est une opération patrimoniale, c'est-à-dire qu'avec une communauté de communes ou une collectivité, ben là, c'est assez simple. C'est la collectivité qui est PMO, donc globalement, elle n'a pas besoin de se monter, en fait. Et quand c'est une opération avec un bailleur social, c'est pareil. En fait, il n'a pas besoin de se monter, il existe déjà. Par contre, si vous faites une opération qu'on dit ouverte, où il y a des consommateurs et des producteurs qui s'échangent de l'énergie avec de la vente, par exemple, là, effectivement, il faut une structure spéciale. Et c'est souvent sous forme associative. Et après, c'est un montage classique d'une association qui se déclare association. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'un notaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ajouterais même qu'à ce sujet, vous pouvez retrouver des ressources dans la e-communauté énergie, puisqu'on a déjà fait des webinaires dans le passé, je dirais vraiment spécifiques sur l'autoconsommation collective, et où on évoque vraiment avec précision ces aspects-là. Donc, je vais continuer effectivement sur pour la suite des questions. Une question sur quelle est l'économie moyenne, alors constatée par les foyers utilisateurs. Donc ça, vous en avez parlé. Donc voilà, ça, je pense que ça a été au Ouais, fil de j'ai la vu qu'il y avait deux présentation. questions sur ce sujet-là. Donc, effectivement, il y a une économie de 15 euros en moyenne, hein, de 15 euros par mois par ménage. Donc, sur cette opération-là. Donc, après, il y a un dimensionnement à faire hein, en fonction de la puissance de l'installation et du nombre de ménages qui est en face. Euh, et après, j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur combien d'électricité vient de la boucle d'ACC. Et en fait, les personnes, elles vont avoir accès à un petit espace en ligne avec un outil en fait qui est financé par le bailleur social, qui est un petit outil une plateforme en ligne qui va leur permettre de voir combien d'électricité solaire ils consomment et voilà et d'avoir un petit suivi de leur consommation. Mais ce sera un suivi donc a posteriori puisque l'information elle se fait à la fin du mois. En fait, la répartition d'énergie elle se calcule à la fin du mois en fonction de combien ils ont consommé, quand est-ce qu'ils ont consommé et combien on leur a affecté d'énergie solaire. Et je vois qu'il y a Ouais. ouais, Ouais, je rajouterais juste un tout petit point là-dessus, c'est qu'ils peuvent aussi le lire sur leur facture. Donc, s'ils veulent pas accéder à l'outil, il y a une ligne sur la facture qui se rajoute. euh, je suis pas Et sur sûre le qu'il y ait une dimanche, ligne sur la facture. Ok. si, il me semble, hein, il y a une enfin, en tout cas nous, en tout cas avec les opérations qu'on a, il y a une ligne supplémentaire. Alors peut-être qu'avec le bailleur social, c'est vrai qu'il y a une petite différence, mais je crois, je serais étonné. J'ai ouais. Et après, Ben, on est en vas-y, lien vas-y. avec certains fournisseurs d'énergie qui facturaient la mauvaise quantité d'énergie, du coup, parce qu'ils facturaient la totalité de l'énergie qui était passée dans le compteur au lieu de Ok. facturer que l'énergie réseau. Euh, voilà, ils ont fait la Ils correction, rajoutaient mais pas la ligne. sans ajouter la ligne. Alors après, c'était peut-être dû à Ah ok, d'accord. ces erreurs-là, et puis c'était de la facilitation d'équilibrage des factures, de Ouais, rattrapage. je dirais du coup que ça dépend du fournisseur du Potentiellement, coup. oui.
Ouais, d'accord, ok. Tu avais un autre point sur le dimensionnement? Ouais, le dimensionnement, bah là, on a choisi globalement pour faire un peu des ordres de grandeur assez simples, hein. C'est 1 kW crête par foyer, ce qui permet des taux d'autoconsommation sur l'ensemble de la centrale qui sont quand même assez intéressants, puisque là, on voyait qu'en hiver, on autoconsommait tout, et en été, il y avait un peu de surplus. Et 1 kW crête par foyer, ça fait les économies qui ont été mentionnées, hein. Donc c'est quand même 15 euros par mois, ça correspond en mois, allez, vraiment très grosse maille à 200 euros par an. Voilà, c'est un reste quand même intéressant par rapport à ce qui a été fourni dans le premier modèle, qui était des chèques du même ordre de grandeur, je crois. C'était ça? Ouais. Donc c'est sur une facture globale, ouais, voilà. Et justement, sur une dernière question sur la partie facture, donc pour les ménages pour qui l'économie relève plutôt des 5 euros mensuels, est-ce que les foyers utilisateurs, ils sont tout de même satisfaits voilà, même si effectivement cette économie peut être perçue comme anecdotique, je dirais. Oui, effectivement, on peut avoir un petit peu cette vision-là de se dire que est-ce que ça vaut vraiment le coup d'adhérer pour une réduction de 5 euros? Sachant que pour eux, l'adhésion, elle est vraiment très très simplifiée. Ils ont vraiment pas d'engagement vraiment en contrepartie à réaliser. Donc c'est de toute façon intéressant pour eux d'économiser 5 euros par mois, sachant que c'est quand même aussi souvent des ménages qui sont très très limités au niveau budget. Donc ça peut ça peut quand même être intéressant pour eux, ouais. Après, effectivement, ils préféreraient avoir un peu plus, mais possibilité de consommer en journée parfois ou que voilà ils sont pas là la journée, qu'ils sont au travail, ben c'est compliqué d'augmenter leur réduction de facture, effectivement. Bien sûr. Et d'ailleurs, là, tu m'offres une belle transition, Cléa, parce que sur une dernière question, est-ce que vous avez dans la partie sensibilisation et action, justement, que vous avez développé aussi autour du projet, est-ce qu'il y a eu des actions qui ont voilà tendu vers la sensibilisation de l'importance de la flexibilité de l'autoconsommation, c'est-à-dire est-ce que les locataires, voilà, ils ont été, je pense traduire correctement la question, sinon il faut pas hésiter, mais est-ce que les locataires ont été sensibilisés sur comment maximiser cette autoconsommation au quotidien? Oui, alors effectivement, à chaque fois qu'on rencontre les différents locataires, on leur apporte des informations sur comment mieux consommer l'énergie solaire. Il y a eu des petits schémas en fait avec les heures solaires en fonction des mois de l'année qui ont été affichés dans les halls d'immeubles. Il y a eu aussi dans la BD justement qui a été distribuée aussi aux bénéficiaires. Il y a toute une explication. En fait, il y a une partie BD et une partie cahier technique dans cette BD. Et dans le cahier technique, il y a une partie d'explication du fonctionnement de l'énergie solaire avec justement le décalage des pics, etc. en période de production. Donc c'est plutôt bien schématisé. Donc voilà, il y a des petits outils comme ça qui ont été apportés effectivement pour sensibiliser les utilisateurs pour qu'ils puissent mieux consommer de l'énergie solaire. Très bien. Et ben, de mon côté, j'arrive à la fin des questions posées dans l'onglet conversation. J'ai juste une remarque de Quentin que je peux partager par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la ligne, en tous les cas dans l'autoconsommation. Il indique que voilà, comme ils récupèrent l'assise de la partie autoconsommée, ils sont censés afficher cette ligne sur la facture, en sachant qu'aujourd'hui elle est de 0 depuis l'adoption effectivement de la PLF 2025. Je rajouterais même que l'énergie, elle n'est pas 100% gratuite dans l'autoconso collective, donc ils payent quand même ce que je disais, le TURP. Donc normalement, ils sont quand même censés mettre que l'énergie autoconsommée, elle a un coût qui est bien inférieur au tarif d'achat, mais qui est quand même existant. Donc normalement, ils sont censés mettre le détail sur la facture. Tout à fait.
Ah oui, question de Mathieu. Est-ce que les supports seront partagés? Oui, le support, le replay du webinaire hein, et donc l'offre de formation du CNFPT en lien avec le sujet traité aujourd'hui. Tout sera disponible dans la e-communauté énergie du CNFPT. Voilà, d'ici quelques jours, on vous mettra tout ceci disponible. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour dire aussi que si l'intégralité de nos participants sont pas membres de la e-communauté, il faut le faire, c'est gratuit et rapide, et que vous pourrez trouver d'ailleurs un lien que je vous mets là concernant l'initiative d'autoconsommation collective menée à l'échelle d'un territoire. On n'est pas dans la précarité énergétique là, on est plutôt sur la couverture des besoins d'une collectivité. C'est un webinaire qu'on a fait il y a un moment avec la commune de Malonnet, le DGS de Malonnet, qui ils sont très en pointe sur ce domaine-là. Voilà, ça peut peut-être vous apporter des informations complémentaires sur cette problématique de l'autoconsommation collective. Et du coup, oui, dans quelques jours, vous trouverez l'intégralité des présentations et de la vidéo de le replay de ce webinaire. Est-ce que Et je rajoute un tout dernier Pardon? J'ajoute un tout dernier point, c'est que c'est très rapide. Je fais un tout petit peu de publicité parce que nous, on a ouvert la première formation à l'INES, on va dire sur plusieurs jours, sur l'autoconsommation collective. Donc, on a une formation de 3 jours là qui s'est montée avec plein d'experts et Cœur de Savoie aussi qui participent d'ailleurs à cette formation. Il y a des bureaux d'études, il y a des gens qui vendent des logiciels, etc. Et on a une formation assez complète. Donc, je vous invite à venir voir notre site si ça vous intéresse. N'hésitez pas de mettre le site en référence, là, soit dans la présentation finale, soit là dans l'onglet conversation. Il n'y a pas de souci. Vanessa, Ouais, on voit le site inès-solaire.org. Pardon? On voit le site à l'écran où il y a la BD aussi, inès-solaire.org. Ok. Vanessa, je te Oui, laisse bien sûr. conclure. Vous retrouverez aussi dans l'onglet conversation, justement, j'avais mis un lien vers l'INES un petit peu plus haut dans la conversation. Donc on va pouvoir effectivement eh bien clôturer ce webinaire. Je remercie une nouvelle fois les intervenants pour ce partage d'informations, ce partage autour du projet Sun for All, pardon. Et puis et je m'en suis rendu compte. Et voilà, et puis sur sa manière et les astuces que vous avez pu partager pour pouvoir dupliquer ce type eh bien de projet au sein des territoires. Et c'est ça qui est important, c'est bien le but aujourd'hui de ces échanges. Pour vous dire aussi que nous planchons depuis quelque temps sur la programmation du second semestre et que effectivement en lien avec un sondage que nous vous avions proposé sur la e-communauté, vous aviez plébiscité le sujet de la chaleur renouvelable. Donc voilà, nous concoctons actuellement un programme voilà autour de 3 voire 4 webinaires proposés sur le second semestre avec pour faire le tour justement de cette thématique de la chaleur renouvelable, des montages de projets, des enjeux autour de la chaleur renouvelable, des aspects techniques aussi, et puis les modèles économiques qui peuvent être envisageables. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt au second semestre. Merci Vanessa, merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.